On y a cru, on a espéré, on aurait pu dire ça chaque année, mais les Clippers nous ont encore déçus. Ils se sont inclinés au bout de la série contre Denver dans un dernier match qui n'était pas vraiment un dernier match de playoff. Une défaite très sévère contre Denver, sévère dans le score parce que bon, dans les intentions évidemment, Denver méritait cette victoire. Les gars, on avait envie de parler des Clippers parce que ça y est, c'est déjà le temps du bilan de cette saison. Et bizarrement, cette année, on pensait pas faire cette vidéo aussitôt. Ah bon ? Pourquoi tu dis ça? Alors attends, je suis absolument pas d'accord avec cette tech. Non mais Erwan dira ce qu'il a à dire et parce j'espère bien. Moi j'ai été très positif sur cette équipe parce qu'elle le méritait, parce que James Harden a été fantastique, parce que Kawhi Leonard nous a rassurés depuis sa reprise, parce qu'ils étaient en train de monter en puissance. Le problème, c'est que tu joues contre les Nuggets. Et donc, à partir du moment où ton premier tour, c'est contre des Nuggets, contrairement à d'autres équipes qui ont plus le temps de rentrer dans ces playoffs-là, tu joues une finale de conférence dès ton premier tour de playoffs avec une équipe où il y a un nombre d'incertitudes, et je l'ai dit beaucoup de fois avant le début des playoffs, il y a des mecs sur qui on peut pas compter, que ce soit le physique, que ce soit le mental, et il s'est avéré que dans cette série, qu'ils ont à un moment donné dominé, ils n'ont jamais été capables de prendre un véritable ascendant psychologique quand les autres se sont réveillés. Et ce match 7, en fait, il dit absolument tout de ces mecs-là. Il dit tout. C'est-à-dire que dans les très grands moments, en NBA, tu te retournes vers tes stars, tu prends combien? 50 millions, t'as 15 ans d'expérience, t'es censé être un des meilleurs joueurs de l'histoire. Vas-y. On a vu le match de James Harden. On a vu le match de Kawhi. On a vu un garbage time dans un match 7 qui a duré 8 minutes. La honte ultime. Donc non, moi quand j'entends ça, je vous dis, forcément il y allait avoir soit les Nuggets, soit les Clippers qui allaient se faire sortir au premier tour, c'est factuel. Moi j'avais parié assez clairement contre les Clippers parce que, contrairement aux Nuggets, les Nuggets ont toujours eu des ressources dans des moments importants. Ils nous ont toujours montré, ici ou là, qu'ils pouvaient faire des coups. Et les Clippers, dans cette franchise de losers, avec certains leaders losers n'ont pas ces ressources-là, n'ont jamais montré ces ressources-là. Donc non, je ne suis pas surpris qu'au 5 mai, on fasse déjà un grand bilan terrible sur les Clippers. Erwan, un peu plus surpris, un peu plus déçu même. Pas même question. Le fond et la forme, toujours pareil. Thomas le dit, Clippers, Nuggets, forcément, il y allait avoir un mec qui allait se faire sortir au premier tour et ça allait être un peu un choc au vu des Nuggets avec le meilleur joueur du monde, champion il y a encore 2 ans, et au vu des Clippers et de cette fin de saison où pour une fois, toutes les planètes semblaient alignées. Début de série, on voit 3 premiers matchs des Clippers, on se fait waouh, tactiquement des choses. Je pense qu'ils ont rendu, depuis que Jokic est au top, c'est la série la plus compliquée qu'il ait eue et c'est la série en tout cas où il a été le mieux défendu. Voilà. On a vu des choix tactiques, on a vu des leaders assumer leur rôle et d'un coup, il y a coupure d'électricité. Et ça, je ne peux pas le comprendre. Je ne sais pas. Alors, Thomas l'a expliqué, certes, c'est mental, parce que autant les Clippers, on a souvent dit, c'est les blessures, ça fait partie du match, du jeu. Bon, là, il n'y a pas eu de tweet pour nous annoncer de Shams que d'un coup, Kawhi Leonard est blessé ou que James Harden a quelque chose. La surprise générale. Là, ils étaient au complet de chez complet. Je crois même, je suis persuadé qu'au bout de 3 matchs, je me dis, c'est une meilleure équipe que les Nuggets. Mais au bout d'un moment, il y a eu non seulement tactiquement, les choses se sont complètement arrêtées, et puis il n'y a pas eu d'âme. Il n'y a plus de réaction. Il y a juste eu le minimum pour aller chercher un match 7 à domicile. Mais le match 7, il n'y a pas d'âme. Quand je vois ce que fait Christian Brown, ce que fait Peyton Watson, ce qu'amène Aaron Gordon, au-delà de l'aspect basket, de l'âme. Russell Westbrook. Je crois qu'à un moment donné, ce qu'ont amené Harden et Kawhi Leonard sur les 3 premiers matchs, et comme ça a transcendé l'équipe. Par contre, ce qu'a fait James Harden, surtout James Harden ensuite, sur d'autres matchs où il est passé complètement au travers, mais c'est même plus passé au travers, c'est se cacher. On le disait sur une vidéo avec Ali Burton, une autre vidéo, c'est que tu peux rater un match, mais à 50 millions la saison, quand t'es un multiple All-Star, que t'as fait ce que t'as fait dans ta carrière, faire un match 7 où tu prends 8 tirs, alors oui, ouais, je suis doublé. Ouais, mais gros, t'es doublé comme toutes les stars depuis la nuit des temps. Il a fait 35 matchs en carrière où il a inscrit moins de 3 points en play-off. 35 matchs de play-off. 3 points qu'il a fait 3 tirs pris, moins de 3 tirs. Non, rentré, 3 tirs rentrés. 3 tirs rentrés, oui. Il a fait 35 fois. Il shoot 8 fois, je crois, il met 7 points. C'est Walou qui nous dit ça. Mais comment il shoot 8 fois? Il shoot 8 fois. Comment James Harden peut shooter 8 fois? Et puis, ils sont à moins 30, début, milieu, 3e quart-temps. C'est-à-dire que il lâche complet. Et on va en revenir un petit peu à ces ultra talentueux, pas vocaux, pas... Je sais même pas quoi dire, mais j'ai pas compris le visage de cette équipe, comment là, en 10 jours, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est une équipe de schizophrènes.
Mais là où tu as raison, et Thomas, je vais te lancer là-dessus, c'est que avant d'aller sur les cas individuels que sont Harden, que sont Kawhi et le reste, cette équipe, avant l'arrivée d'Harden, a déjà eu des déceptions, mais il y avait une sorte d'âme autour de cette équipe, je trouve, qui n'existe pas, en tout cas cette saison, et on dirait, il a utilisé le mot talent, on dirait une équipe de talentueux qui manque clairement de mecs qui parlent. Bah, c'est arrivé une fois, vous vous souvenez, il était blessé déjà à l'époque, ils sont allés en finale de conf, on s'était dit, il y a une âme dans cette équipe, c'est l'une des seules fois sous Tyronn Lue que c'est arrivé. Tu sais, Steve Ballmer, il fait tout pour changer l'ADN de l'équipe, la culture de l'équipe, au point de construire une nouvelle salle sur l'ancienne salle des Lakers. Ça voulait tout dire de sa perception de nous, on va devenir la meilleure équipe de Los Angeles. Ce run de playoff et les 3 matchs à domicile m'ont fait penser pour la première fois que les Clippers, il y a un monde, ils peuvent devenir, pas plus populaires, mais en tout cas, au sein de Los Angeles, une place forte qui n'existe pas. Le premier match à l'Etwin Dome, l'ambiance, la fantastique. C'était exceptionnelle ambiance. Le mur, mais quelle idée de génie qu'il a pris d'Europe en plus. Tu vois, il est allé à Dortmund, le mec, il dit, c'est une bonne idée. Et il a fait le premier stade comme ça. Il a réuni absolument tous les ingrédients à son niveau. Donc le propriétaire, pour changer la culture. Le problème, c'est que c'est le terrain qui change la culture. C'est ça le problème. Et quand James Harden, il fait un match 4 minable, un match 5 minable, un super match 6, première mi-temps de James Harden, époque Rockets, et qui sort ce match 7, je fais, frérot, je vais pas t'insulter parce que c'est dommage. C'est d'une tristesse inouïe. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui alors que tout semblait, enfin, pour lui bien, quoi. Je sais pas, il semblait bien du côté des Clippers. C'est lui le système. Il a raison, c'est lui le système. Le problème, c'est que quand t'es le système, que t'es bon, c'est génial. Mais quand c'est toi seul le système et que derrière t'es mauvais, voire pire que mauvais pour moi, parce qu'il y a pire que mauvais, c'est transparent. Je m'efface. Comment c'est possible? J'arrive pas à l'expliquer. Est-ce que cette fois-ci, l'élimination des Clippers et celle de James Harden, on peut cumuler les deux, mais je pense que leur histoire commune en playoff, elle a quelque chose de parallèle. Est-ce que c'est pas peut-être la fois la plus dure à expliquer? Mais en fait, ce qui est fou, c'est que la série tourne quand James Harden commence à chuter. Et il y a une réaction, tu l'as dit, Game 6. Il est très fort. Hein. Mais c'est une réaction à l'ego, c'est une réaction au talent, c'est une réaction à quoi? Quel que soit d'où ça vient, il y a eu réaction. Tu sais, à ce niveau-là, c'est toujours de l'ego. Ça peut être un trou physique, parce que quand on en parlait sur les réseaux, les gars disaient, mais vous vous rendez compte quand même, les mecs, ils ont 35-36 ans, ils ont beaucoup de matchs. Et moi, je trouve que c'est un vrai argument. On en a parlé tout à l'heure pour Steph Curry. Oui, ils sont beaucoup moins capables d'enchaîner. En fait, il faut être une force de la nature à 35 ou plus pour faire 7 matchs. Surtout quand tu prends Christian Brown qui a 25 ans sur la gueule. Mais vu la densité physique des matchs, c'est dur d'enchaîner. Donc moi, je peux le comprendre. Mon souci, c'est de rater quand tu es au bord de l'élimination. Donc réaction match 6, bravo. Et derrière, faire le match 7, c'est plus une question physique, parce qu'on est quand même qu'au premier tour, c'est une question mentale, surtout quand c'est un mec dont on pointe du doigt la question mentale depuis toujours. Moi, je dis pas que James Harden s'écroule en playoff, je dis qu'il a été bon sur les premiers tours, il était même très bon à OKC au tout début, mais il a eu ces moments, bascule dans une carrière pour aller en finale NBA, où il a complètement abandonné le navire. Et ça, dans l'histoire de la NBA, il n'y en a pas tant que ça des mecs aussi forts qui, à cause d'un mental défaillant, n'arrivent pas à faire pencher la bascule dans le bon côté. Si certains avaient encore des doutes sur James Harden en playoff dans des matchs importants, le match 7, il est trop dur. Moi, le match 7, il est trop dur, faut que t'envoies. T'as passé ta vie à envoyer, à prendre un nombre de tirs incalculable. Mais si tu le fais pas là, puisque t'as compris, au bout d'un moment, je veux bien, hein, t'es doublé, tu vas chercher Derrick Jones Jr. Bon, t'as compris que Derrick Jones Jr., il a pas des mains, il a 2 lance-pierres, et qu'au bout d'un moment, c'est à toi. Kawhi le fait un petit peu, malgré tout, sur la première mi-temps, et un peu le début du troisième quart-temps où il met un tir à 3 points. Mais derrière, au bout d'un moment, il se retourne, il fait bon, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. Et puis que il performe quand il est bien accompagné. Ça, c'est aux Spurs, aux Raptors. Aux Raptors, il y a Laurie, il y a Marc Gasol, il y a Siakam à côté. Il est moteur sur le terrain. C'est un joueur ultime, mais il n'est pas moteur de groupe. Et à ce niveau-là, tu as besoin, à un moment donné, de quelqu'un qui fédère. Ils n'ont pas eu la chance de tomber sur Draymond Green dans leur carrière. Moi, c'est aussi ça. Enfin, je parle de James Harden, bien sûr. Parce que l'autre est tombé sur des mecs qui les a amenés, qui ont réussi à tirer le meilleur potentiel de jeu de Kawhi Leonard. James Harden, mine de rien, il n'est jamais tombé sur ce mec-là qui va dire, vas-y, on va rester longtemps ensemble. Et moi, je vais te tirer émotionnellement, ou toi, tu vas devoir nous tirer sur le basket. Il a eu Chris Paul, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est là où ils sont le plus proches de taper les Warriors. Oui, factuellement, ça n'a pas marché, mais... Oui, non, mais je veux dire, ça n'a pas marché parce qu'ils disaient qu'ils s'entendaient pas. Humainement. Ça a duré 2 ans. Ouais. Ça a duré 2 ans, mais c'est les meilleures années de James Harden. Mais comment on explique qu'un mec comme James Harden qui t'emmène pas vers le très haut, moi j'ai l'impression quand même quand il arrive dans une équipe, l'équipe est meilleure.
oui, est meilleure, mais elle prend ce côté nonchalant. Là quand ils sont éliminés, il n'y a pas que James Harden qui est un peu comme ça. C'est l'équipe qui s'imprègne de James Harden. C'est ça que je comprends pas. Comment tu peux ne pas tirer vers le haut, mais autant tirer vers le bas? Je sais pas, lui, moi, le match 1, il le perd sur de la nonchalance de Kawhi et de James Harden. Le match 1, il le perd là parce qu'ils peuvent gagner les deux à Denver. Ouais. Hein. Après, moi, je sais pas, Chris Dunn, je l'ai pas trouvé nonchalant. Nico fait une très bonne série. Ouais. Zubac est magnifique. Zubac est magnifique. Bogdanovic met beaucoup de cœur, mais il souffre parce que Bogdanovic, qui est un joueur que j'adore, que j'ai vu faire des Final Four avec le Fener, casser des gueules, qu'on a vu avec les Kings quand il est rookie avec Atlanta. Là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu, on l'a vu aussi dans les compètes FIBA, il est magnifique. Enfin, c'est le joueur qu'on a tous envie d'être, un Bogda. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu ce mec-là souffrir. Parce que tu as déjà vu en playoff, Bogdanovic? Ben voilà. Voilà. Et en fait, j'ai aucun souvenir de Bogdanovic. Là, pour la première fois, j'ai vu pour moi un mec qui est le basket, la définition, l'archétype du basketteur parfait. Ben, je l'ai vu morfler physiquement. Ouais. Je l'ai vraiment vu. Pour moi, tu vois, Christian Brown, quand il défend, pour moi, Bogdanovic est un meilleur basketteur au sens que Bogdanovic. Par contre, quand Brown défend sur Bogdanovic, l'autre, il peut plus mettre un pied devant. Il peut plus mettre un pied devant l'autre. Et ça m'a fait bizarre. Après, on peut aller sur Norman Powell. Alors, faut qu'il marque des points. Panier. Tu sais ça, non? Ouais, mais donc. Qu'est-ce que vous attendez des mecs, en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous attendez? Leur structure d'équipe a marché comme ça. Ils vont pas changer. Norman Powell, il est pas à 23 points par match parce qu'il fait des passes. C'est un scoreur, c'est un trou noir. Acceptez-le comme il est et on va mourir avec nos idées. Ils sont morts avec. Ah bah, je te confirme qu'ils sont morts avec puisque leur leader, qui est un système qui marche quand il est en forme, était là, fonctionne. Quand le gars... On peut tourner autant qu'on veut, hein. Franchement, honnêtement. James Harden, il passe à côté, il perd. Voilà, point. C'est de sa faute. C'est grâce à lui qu'ils sont là. C'est de sa faute s'ils perdent. C'est un constat, mais alors c'est hyper manichéen, c'est vraiment, je suis même pas dans la nuance. Mais c'est ça, c'est le joueur qui s'est créé, il s'est créé cette... Mais il y en a plein des mecs comme ça, tu vois, LeBron est comme ça, LeBron est particulièrement comme ça. Sauf que LeBron, quand dans les matchs à élimination, c'est un mec avec des coronesses immenses. C'est aussi ça la différence entre le 0,1%, le top 10 all-time, et ceux qui sont un peu en dessous. Ça fait partie de l'histoire de la NBA. Mais je crois pas qu'il faille... Moi, je reste très surpris. Mais comment ça, surpris de quoi? Ça fait 10 ans. Non, mais moi, je reste... Ça fait 10 ans. Ça m'est égal que ça fasse 10 ans. Moi, je suis très surpris, et j'ai peu de souvenirs de voir une équipe afficher deux visages aussi différents. Les deux matchs à Denver, je fais waouh, il se passe. J'en étais persuadé, alors je me trompe peut-être. Et allez-y dans le chat, vous avez certainement raison. Il se passe un truc. Les deux matchs, le match 3 aux Clippers, je me dis, mais ils sont plus forts, ils ont de la profondeur. Tactiquement, c'est mieux coaché avec Van Gundy, Terrell, l'expérience. L'autre, ils ont Adelman, c'est un jeune coach. Mais ils vont pas pouvoir exister. Et en fait, pour moi, les Nuggets partent de un peu de zone match-up. Jokic, il a repris un peu le coaching, mais surtout par du cœur, pas de l'envie. Quand je vois Westbrook qui crie, quand je vois Brown, et en face, je vois des mecs qui sont là. Il n'y a pas un mec à un moment donné qui veut matcher juste cette intensité, cette envie. Et ils se sont fait baiser sur ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils sont à moins 30, milieu de troisième quart-temps d'un match 7, et il n'y a pas un mec qui sont là. Je fais, ah ouais, en fait, que ça soit Harden à sa manière, mais que ça soit aussi cette franchise des Clippers, je me dis, mais oui, en fait, la malédiction Clippers, c'est pas juste un truc qu'on invente et qu'on raconte pour remplir des podcasts. C'est la réalité. Là, j'ai vu des mecs où le poids du passé de chacun, que ça soit de la franchise ou d'Harden, a complètement étouffé le début de feu qu'il y avait chez les Clippers. Ce qui est embêtant, je dis ça, c'est que c'est complètement omettre l'adversité. C'est qu'il y a un moment donné où eux, leur niveau moyen est très très haut aux Clippers, il n'y a pas de doute. Mais les autres, ils ont été très irréguliers. Donc si t'es irrégulier, ça veut dire que t'as des bas, mais t'as des très hauts. Et les Nuggets, ils ont des très hauts dans la série. Des très hauts de basket. Le match où Jamal Murray met 43, pour moi, c'est un très haut de basket où en fait, je pense que dans la NBA, il y a peut-être, allez, les Celtics, que je peux imaginer répondre à cette intensité-là, à ce talent d'attaque. Le match où ils mènent de 20 points, et il y a la claquette dunk d'Aaron Gordon. En fait, c'est un match que les Clippers auraient dû gagner. Pourtant, ils étaient ultra dominés sur 3 quarts temps. Donc qu'est-ce que tu fais comme analyse d'un match pareil, qui est clairement la bascule de loin de cette série-là? Qu'est-ce que t'en fais? Moi, j'entends les Clippers et tout, mais en fait, les Nuggets, ils sont sortis une fin de série, mais de très très haut niveau, de concentration. Les erreurs ont baissé en flèche. T'as quand même une série où Jokic, il fait des matchs à 10-15 points, où c'est les Nuggets qui passent, pardon. Est-ce que c'était imaginable, ça, au début de la série? Moi, je l'avais dit d'ailleurs dans le First Day Show, moi j'avais l'impression, je pensais pas qu'il y allait avoir des matchs aussi bas en scoring pour Nikola Jokic, mais je pensais que la match-up Zubac, c'était peut-être une match-up la plus compliquée, entre guillemets, pour Nikola Jokic. Ça s'est vérifié, en vrai. Et ça s'est vérifié.
Mais pour moi, les Nuggets, ils gagnent. Et je leur enlève rien parce que, au bout d'un moment, et encore plus en playoff, le cœur, l'orgueil, l'envie, rentrer dans la tête de son adversaire, tout ne se dessine pas sur une plaquette. C'est des choses qui font partie, qui font basculer des séries et même qui te font gagner des titres. Et en face, on a bien vu qu'il y a une équipe, Brown, il a gagné un titre. Westbrook, il a pas gagné de titre, mais il a quand même beaucoup d'expérience en playoff. Jokic a gagné un titre, Murray a gagné un titre, Gordon a gagné un titre. Et en face, mon gars, il y a, à part Kawhi, mais qui est Kawhi, t'as senti qu'il n'y a pas un que mec qui gagne un titre. Et cette espèce de supplément d'âme, cette espèce de forcer un petit peu son destin, en fait, j'ai trouvé, et j'y ai cru, bêtement, naïvement, j'ai cru que les Clippers, sur les 3 premiers matchs, parce que c'était des matchs de très haut niveau, entre 2 équipes de très haut niveau, je me suis dit, waouh, c'est très très haut, mais dans ce très haut-là, je vois les Clippers plus forts. Et pour moi, il l'était vraiment après 3 matchs. Et cette espèce de bend-over qu'ils ont fait, parce que c'est ça, sur la fin de la série, associé évidemment à la réaction d'orgueil, en fait, c'est un match, hop, il y a une bagarre qui a été déclenchée, les autres, ils ont plus voulu se battre. Ils ont plus voulu se battre. Et ça, pour moi, j'ai trop de mal à l'expliquer. Mais moi, je trouve que cette lecture, elle est un peu... elle nous fausse dans la lecture parce que, tu le disais, les 3 premiers matchs sont serrés. Il y a 2 matchs quand même où ils se prennent 15 points d'avance, les Nuggets, ou 16 points. Et ils reviennent à l'orgueil, à la réaction. Toujours à la réaction, les Clippers, dans cette série. Mais en fait, les écarts, ils les creusaient à chaque fois, les Nuggets. Et là, ils ont creusé un trop important. Et donc, t'es dans le Game 7 avec le Harden qu'on connaît en Game 7. Donc, t'as peut-être pas de réaction. Mais en fait, ils ont été meilleurs sur la série avec du recul. Et les écarts qu'ils ont mis à des moments donnés et où ils ont eu de la réaction, mais c'est que de la réaction. Attends, alors je vais répéter ce que je dis. Moi, sur les 3 premiers matchs, je vois les Clippers meilleurs. Moi aussi. Juste parce qu'ils gagnent les matchs, en fait. Non, parce qu'ils perdent le premier. En fait, depuis que je suis arrivé, en fait, comme on l'a pas vécu ensemble. Moi, quand j'entendais ça, je disais, mais attendez, juste parce qu'il y a 2, ils étaient meilleurs. Ils perdent le premier match, je t'envoie un message. Je dis, pour moi, les Clippers sont plus forts. Donc je le dis. Mais moi, j'ai cette sensation. Parce que vous étiez excité du début du playoff. Thomas, on a le droit d'avoir un avis juste parce qu'on est, sans dire qu'on est excité. Ce que je vous dis, c'est qu'après un match de playoff, rien n'est écrit. Après 3, j'avais la sensation avant, j'ai eu la sensation après le premier match, et j'ai eu cette conviction encore après le 3e match. Après le match 4, et après le match 5, du coup. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un moment donné, le mec qui va leur mettre un coup de... En fait, c'est moins fort, oui, parce que dans le basket, il y a le talent, mais il y a l'âme. Et en fait, il y a un moment donné, il y a rien eu. Pour moi, tu prenais le pouls, il y avait rien. Et en face, par contre, ce que fait Westbrook, avec, encore une fois, du bien, du moins bien, mais le jus, plus de bien que de mal. Le jus qu'il met, comme il amène, ce que fait Christian Brown, ce que fait Aaron Gordon dans leur vie, célébrer. Là, les autres, mais le dernier panier qu'ils ont célébré, les Clippers, c'est dans le match 3. Derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est inexplicable. T'es dans une nouvelle salle, une nouvelle ADN. Tu peux faire un coup, tu peux changer même l'histoire déjà de cette franchise. Et là, tu te retournes et tu vois que ton seul mec a gagné un titre, c'est un mec qu'il faut entourer quand même de leaders. Et derrière, il n'y a pas un mec à gagner. Mais t'as raison, on a beaucoup parlé d'Harden. Il est temps un peu de parler de Kawhi qui fait une drôle de série. Vous allez me dire ce que vous pensez de cette série. Il commence par un match moyen. Le match d'après, il est exceptionnel. Même Harden a dit, j'ai cru qu'il allait rater 0 shoot. Il met 39 pions à je sais plus combien en pourcentage. Match. Exceptionnel. Et derrière, 22, 25, 27, 22. C'est des bonnes stats, non? Parce que le 39, vous pensiez qu'il allait faire ça 6 fois? Non. Tu vois, dans le truc, ils sont plus forts. Il y a quand même un mec qui fait un match, peut-être son meilleur match en carrière en playoff, en termes d'adresse. Donc tous les voyants étaient ouverts. Non mais ça série, il y avait des choses. Non mais de toute façon, ils ont bien joué au basket, ils ont gagné. Je veux pas te dire non. Je te dis que je trouve toujours très étonnant qu'après 1, 2 ou 3 matchs, on soit, tu vois, vraiment genre... Mais tactiquement, on a fait une palette sur l'ordre. Moi, tactiquement, je dis, oh putain. David Adelman, ce qu'il a fait dans la suite de la série, il a montré que c'était déjà un très bon coach. Ça leur a servi d'électrochoc, ils l'ont beaucoup dit d'ailleurs après le match 7. Ça leur a fait beaucoup de bien et ils adorent McMillan, mais à un moment donné, ils avaient besoin de ça. Bon, c'est un constat. Pour revenir sur ta question de Kawhi Leonard, c'est terrible parce que pour une fois qu'il peut jouer le mec, pour une fois qu'il a l'air d'être à 100%, pour une fois qu'il performe, je suis très déçu de voir que l'âge n'a pas fait prendre conscience que son équipe parfois avait besoin d'un peu plus de cœur. Mais il a pas ça en lui. Non mais oui, mais ça tu peux pas l'inventer hein. Ils ont 34-35 ans. Ben je sais pas gros, je sais rien. Mais Mélo, gros à un moment donné, Zidane il pouvait pas parler, à la fin il est capitaine. Je me dis que tout est possible gros. Mélo t'es un leader. Mais non, je dis que justement moi je pense que Mélo, Carmelo Anthony toute sa vie on a entendu ça Non mais Carmelo c'est son problème, je te parle d'un gars qui a déjà gagné, qui a cette expérience là et son équipe en avait besoin. Donc parfois tu prends la truc, tu casses une plaquette, je m'en fous. Lui c'est un robot, on perd, on gagne. En fait, ça change rien.
Et ben ouais, je suis encore, pour le coup, moi je suis plus déçu parce qu'il est à 100%. Là où James Harden, on pouvait tous s'y attendre. Tu vois, donc moi j'ai la déception parce qu'il n'a pas été leader au moins sur le terrain dans les moments les plus importants. Aussi. Moi comme disait Laurent Sierra dans une conférence de presse d'exception quand il était coach à Vichy, c'est que d'un dauphin t'en fais pas un requin. Et quand Kawhi il gagne avec les Spurs, c'est Popovich qui coach, il y a Duncan, il y a Parker, il y a Ginobili. Et il y a tout un système fantastique. Quand il gagne aux Raptors, il est monumental. Mais derrière, t'as Kyle Lowry qui tient la boutique. C'est bien coaché. Il y a Marc Gasol à côté de lui. Il y a Pascal Siakam. Enfin, il y a des mecs qui mettent de la vie, qui mettent de l'ordre et qui parlent, qui sont des communicants. Là, t'as 2 leaders. Ils parlent pas. Et il avait Paul George avant, qui parle pas plus. Qui est pas non plus un gros communicant. Donc en fait, la question autour de Kawhi Leonard, elle est là aussi. On a déjà fait le procès de James Harden, mais là sur Kawhi, en fait, tu te rends compte que tout fort qu'il est et sur des matchs où il peut être monumental, en fait, c'est Terminator. C'est Terminator. Sarah Connor, voilà, on s'en fout. Voilà, tu vois. Il y a plus, moins, gagné, match 7, match 6, premier quart-temps, fin de match, lui, il fera toujours pareil. Et quelque part, t'as raison, c'est peut-être un peu décevant parce il a tellement été fort, on l'a tellement vu faire un run de playoff peut-être le plus beau de l'histoire et se dire putain, on a envie que tu deviennes un peu humain, on a envie de s'attacher à toi. Mais en fait, ben non. C'est dur de s'attacher à lui. Mais en fait, et toi qui le disais très souvent, Kawhi, on le disait avant ses blessures, mais c'est un mec qui t'amène au titre. Cette série. Non, ben non, on peut voilà. plus dire. Est-ce que ça y est, c'est le deuil de Kawhi Leonard numéro 1 qui t'amène au titre? Si j'étais fan des Clippers, en tout cas, je me poserais grandement la question. Oh, c'est un vrai truc pour les Clippers. Tu vois, quand t'es décideur, avec tout ce de positif qui s'est passé cette saison, est-ce que tu repars avec le même effectif? Et quand je dis même effectif, c'est est-ce que tes leaders, ce seront toujours James Harden 1 an de plus et que Kawhi Leonard 1 an de plus, la déception qu'il va falloir digérer, tout. C'est une vraie question que tu dois te poser pour l'avenir. Faut m'amener un petit peu des meneurs d'hommes là-dedans. Pour moi, faut amener des grandes gueules, faut amener des mecs qui arrivent à des temps morts ou au vestiaire C'est dur à trouver ça. Hein. Je te dis pas que c'est très, très dur. Mais en fait, cette équipe-là, il manque de ça. Quand ils sont tous bien lunés, on le voit, et c'est une magnifique équipe de basket. Et encore une fois, ce qu'ils ont fait cette année avec la nouvelle salle, la DA et tout, franchement, c'est lourd. C'est lourd. Et de finir comme ça dans un truc où tu peux perdre contre les Nuggets du meilleur joueur du monde. Mais c'est moi ce manque d'âme, cette espèce de capitaliser comme ça très rapidement dans un match 7. Ça m'a... j'étais là devant la télé, je me suis dit, ils vont pas faire ça, c'est pas possible. Et puis je voyais moins 20, moins 25, moins 28, moins 30. Je me suis dit, c'est fini. C'est fini, il restait 13 minutes à jouer. C'était... je l'explique pas. Avec Ben Simmons sur le banc. Qui s'est fait bencher dans le dernier match. Ouais. Tu sais qu'on n'a pas parlé de Tyronn Lue, mais moi j'étais très déçu et on en a discuté déjà un petit peu entre nous. Peut-être l'heure de se demander des choses aussi avec lui. Hein. La première défaite dans un Game 7. Ouais, absolument. Et moi j'étais très déçu et t'as parlé tout à l'heure de Derrick Jones Jr. Pour moi, Derrick Jones Jr., il aurait dû jouer beaucoup plus. Oui, il a des défauts et tout. Vous vous souvenez du début du match 7 où il joue tous les ballons, c'est un go-to-guy, le mec il met 8 points au début. Je me dis attends, ils ont changé leur game plan. À partir du moment où ils ont un peu plus mis Bogdanovic qui, certes, est capable de mettre des points, mais apporte pas d'énergie, pas de défense et pas de lien entre les uns et les autres, Derrick Jones Jr., au moins c'est un mec que t'envoies et donc ça te permet de décaler toute ton équipe. Donc oui, il faut continuer à lui faire confiance et il a été maladroit sur le début de la série, donc c'est ce qu'il a mis un petit peu plus sur le banc. Mais si c'est juste parce que t'as ton pourcentage à 3 points et on te sort de la série et on se passe de toi puis après on te remet, je pense que c'est du mauvais coaching. Et dans les 2 matchs les plus importants de la série, finalement les matchs 4 et 5, il joue pas assez et on voit trop Bogdanovic sur le terrain. Donc moi j'étais déçu de Tyronn Lue qui a pas su ni bien préparer son équipe pour le match 7, ni faire les changements au moment les plus importants, là où David Adelman a réussi à faire ces changements. Parce qu'il y a moins de monde au bout du banc. Mais oui, mais bon, c'est comme ça. On a vu Peyton Watson et on a vu tu vois. On avait eu un débat, souviens-toi, c'était à un moment donné, comment on finit avec les Clippers? On finit Harden Bogdanovic ou Harden Norman Powell? Parce que je disais qu'il fallait choisir. Il a mis les 3. Eh oui. Et et là, pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Et là, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, parce que du coup, ces 3 mecs, faut qu'ils marquent des paniers. Ouais, moi, je te dis, il faut qu'il fasse jouer Norman Powell. Et j'adore Bogdanovic. Norman Powell, aujourd'hui, il est plus fort en NBA. Moi, j'avais dit l'inverse. Le problème, c'est qu'il a fait 0 choix. Il y a eu des matchs où Norman Powell, quand il était bon, il a laissé sur le terrain. Bon, là, sur la fin, de toute façon, il n'y a pas eu de money time. Tu me diras, mais oui, moi, je pense qu'ils se sont ratés avec Bogdanovic. Hein. Vraiment, que j'adore. Tu l'as dit tout à l'heure, on le connaît par cœur, le mec. Mais gros, là, en l'état actuel, c'était trop de joueurs. Il s'est accroché, parce qu'il est vaillant et tout. Il s'est mis même avec Jokic, il s'est envoyé. Mais par contre, sur tous les impacts, il fallait 10 secondes pour reprendre son souffle. Tu vois, mais à l'image de cette équipe, Ben Simmons, en qui on avait, à un moment donné, on s'est dit, putain, il va peut-être avoir un rôle et tout. Il a eu des minutes. J'aimais bien l'association avec Nico Batum et tout. Dernier match,
benchés et tout, parce que je pense qu'ils avaient aussi besoin d'autre chose, de cœur. Et Benjamin, il en a pas de cœur. Il a oublié au vestiaire il y a 3 ans. Moi, Contre Atlanta, il a oublié, gros. Il l'a envoyé au charbon sur Jokic, tu lui as mis du bois. Moi, j'ai rien à lui reprocher à lui. C'est le joueur qu'il est aujourd'hui, point barre. Hein. Ouais, bah donc faut pas le faire jouer alors. Il a pas joué dans le Game 7, hein. Le mec, il joue pas. Non. Donc c'est à l'image de cette équipe, en fait. Mais ce qui est fou, c'est comment t'arrives tactiquement. Et honnêtement, on a fait la palette. T'étais pas là, mais on a fait une palette spéciale pour montrer les défenses sur Jokic, ce qu'ils obligeaient à faire, les rotations, où justement on mettait plus Zubac en second rideau comme il faisait toute la saison. On le mettait en bugne à bugne avec Jokic. Il venait trapper à 2. Comment t'arrives tactiquement avec un truc aussi bien léché et que durant une série, t'es incapable de t'adapter à la réaction des autres. Tu te doutes bien qu'ils vont trouver des solutions au bout de 5, 6, 7 matchs. Et là, justement, on parlait de Van Gundy, il y a eu des articles sur lui en disant « Ah ouais, il a amené... » Et là, d'un coup, les mecs « Ah ben moi, j'avais que ça dans mes poches. » Mais comment ça? Fais de la vidéo, propose autre chose, essaie de les surprendre. Et en fait, à partir du moment où Nikola Jokic, surtout lui, a compris comment... battre cette défense match-up autour de lui avec des prises à 2, des rotations à l'opposé, eh ben il s'est dit je vais moins marquer, par contre je vais les battre différemment. Ils ont pas su s'adapter de toute la série, et en plus sans âme. Donc, mais on en revient à un des trucs qu'on savait. On a dit Harden, on est surpris, mais on le savait. Tyronn Lue, on est surpris qu'il fasse pas d'ajustement. Quand même. Mais ça reste un coach. C'était les critiques qu'on faisait il y a 4 ans. Il était capable de faire des ajustements. Moi, j'ai aimé ce qu'il a fait de Nico. Enfin, j'ai aimé que Nico soit si bon et qu'il le laisse sur le terrain. Mais tu sais, le match aussi, le premier match aussi, c'est incroyable. Le premier match, il est incroyable. Il le fait sortir. Ça, c'est vrai. Ils ont gagné à la fin quand même. Non, le match 1, ils le perdent. Le match 1, ils ont perdu. En prolongation avec Westbrook qui est exceptionnel. Oui, j'avais les contrats là devant moi de ces Clippers. Bon, toute l'équipe est sous contrat l'année prochaine quasiment. Pour vous, on parlait des Rockets tout à l'heure, c'est pas du tout la même idée, mais c'est peut-être la première fois qu'on voit cette équipe à 100% en playoff. Est-ce que tu réessayes l'année suivante ou est-ce que tu dois déjà bouger du côté des Clippers? Bouger, sur pareil. La loi du marché. Bouger pour quoi faire? Qu'est-ce que va te proposer le marché? Moi, je pense qu'il va y avoir des mecs comme Ja Morant. Est-ce que toi, t'en mets sur le marché déjà? Je regarde d'abord ce qu'il y a. Ok. J'en jette pas un sur le marché en disant qui est preneur. Je regarde. Pour moi, Ja Morant pourrait être sur le marché. Giannis va être sur le marché. Kevin Durant va être sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est Giannis, c'est toujours pareil. Sachant qu'Giannis, c'est... Donc, mais tu peux faire peut-être Ja Morant, tu peux faire peut-être Kevin Durant. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que c'est un projet à court terme. Hein. C'est pas les Rockets, c'est un projet à très court terme, les Clippers. Ça dépend qui tu lâches. Si t'as Giannis, ta fenêtre, elle s'ouvre direct. Hein. C'est ça la vraie question. Alors, admettons que les Clippers soient satisfaits de cette saison et que... Parce qu'il y a eu des bonnes choses cette saison. Moi, tu peux me dire que t'as été satisfait, pas des playoffs, pas de la fin, mais de la construction avec James Harden, t'es satisfait, malgré l'âge avançant. Qu'est-ce que tu peux faire comme changement? Le coach? T'as le droit de dire, il arrive en 2020? Ça fait 5 ans, écoute, 2020, non, un peu, même avant, en 2020. Bref, je vais pas dire de bêtises. Tu vas me dire. Mais on a vu, on sait ce que t'es, on t'apprécie, on t'a donné beaucoup d'oseille. Je crois même qu'il a prolongé l'année dernière, parce qu'il était demandé par les Lakers. Est-ce que c'est pas Tyronn Lue? Tu dois pas aller chercher quelqu'un d'autre? Donc c'est bien 2020, je suis pas fou. Donc est-ce que tu dois pas aller chercher un nouveau coach pour insuffler un souffle nouveau dans cette nouvelle salle, etc. Tu vois, à un moment donné, il y a des fusibles à utiliser. Tu vas pas repartir comme si rien n'était. Statu quo, ce serait étonnant. Te manque pas avec le coach, avec le choix du coach, parce que j'ai l'impression que les Harden, c'est quoi cette pause? Les Kawhi, pardon, parce que j'ai un peu mal au dos en fait. Il a prolongé 5 ans pour 70 millions l'année dernière. Voilà, c'est ça. Donc il va pas partir en fait. Ouais, écoute, c'est la première fois qu'on donne de l'argent à un coach. Après Steve c'est quoi, à Détroit, ils payent 5 coachs, frère. Après Steve Ballmer, bon, il a du pognon, mais puis il est très attaché à ses joueurs. Par contre, c'est un mec. Il est au coach, ouais. Donc, mais on sait que Tyronn Lue, il a ce côté où il est proche des joueurs parce que c'est un ancien joueur. Il a une manière de parler. C'est pas un coach académique en fait. Donc c'est pas Tom Thibodeau, tu vois. Donc ouais, chercher un coach, mais quand tu as Harden à l'âge qu'il a, quand tu as Kawhi à l'âge qu'il a, arriver avec un nouveau coach qui va peut-être vouloir mettre des méthodes à lui, ça peut être aussi dangereux. Donc en fait, c'est pour moi l'équilibre aujourd'hui de ces Clippers qui, je reste persuadé, et je le dis, on fait une saison très correcte. Très correct, je suis déçu qu'ils soient sortis au premier tour par la manière surtout, parce qu'après tu joues le Denver, mais c'est plus la manière qui me gêne énormément. Mais c'est un équilibre très fin. Alors attention, tu changes de coach, ça peut aussi être un fiasco. Est-ce que tu gardes pas Tyronn Lue, mais tu laisses plus de place à Van Gundy? On a vu qu'il a fait des choses là sur cette série. C'est quoi, c'est plus de place? Van Gundy, je pense, ça fait 6 mois, il pense un truc sur Jokic.
Bon, après Van Gundy, il est plutôt jeune. On l'adore l'entendre. C'est un mec qui est passionné de basket. On l'a vu encore sur le banc. Maintenant, ça va pas venir, la lumière va pas venir. Ouais, je sais pas. Jeff Van Gundy. Hein. Van Gundy, c'est un très bon coach défensif. En attaque, c'est quand même 1992. Hein, à la serpe et au couteau. Hein, donc. 1992. Ah oui, les Ritz, non, de plus, LA. c'est ça, non, mais c'est le basket. Lui, il était en 99, coach. Hein. Je dis n'importe quoi. Non, je veux dire 92, le basket de coach. Ah oui, dans les années 90, tu veux dire 90. C'était tellement précis, 92, je me suis dit, lui, il était coach en 99, il fait les finales avec les Knicks. On va terminer avec cette question. Les Clippers, on a toujours dit que c'était une équipe maudite. Aujourd'hui, ils sont pas maudits par les blessures. Ils perdent parce qu'ils sont moins bons, c'est la moins bonne équipe. Est-ce que c'est une franchise maudite ou est-ce que franchise de la loose? Pourquoi maudite? Maudite, c'est un peu dur. Est-ce que c'est une franchise de la loose? Bah oui. Est-ce que c'est une défaite de loser perdre dans cette match contre Denver? Oui, c'est une franchise de loser. Mais est-ce que c'est une défaite de loser de perdre dans cette match contre Denver? Mais la manière. C'est une franchise de loser. Le seul moyen d'inverser ça, c'est au moins d'aller en finale NBA une fois et d'être champion ensuite. C'est comme ça que tu inverses. C'est une franchise de loser. Ça va jamais dans leur sens, les mecs. Au bout d'un moment, c'est bon. Perdre dans cette match, c'est une lecture. Tu mènes dans la série 2-1. Le match 4, t'es mené de 20 points chez toi. T'arrives à aller chercher un match 7, t'es mené de 30 points, il reste un quart-temps et demi à jouer. Donc la lecture, tu vois, on peut avoir 20 000 lectures. Oh, match 7, c'est serré. Non. Tu as dominé un début de série, t'as complètement explosé sur la deuxième partie. Donc en fait, moi, la manière... Je préfère pas quand ils sont blessés, au moins on dit ils sont blessés, on n'y arrivera jamais. Non. Moi je juge des joueurs, pas des pantins là, qui sont avec des straps. Je préfère comme ça quand même. En tout cas, la question de savoir qu'est-ce qu'on fait cet été pour les Clippers, elle est très bonne. L'année dernière, ils ont fait un choix, c'était Paul George, de pas le garder. Qu'est-ce qu'ils vont faire cette année? Il y a pas mal de mecs sous contrat. Et de pas garder Westbrook, hein. Aussi, tu leur as bien fait payer. La technique dégage et tout. Il m'a régalé, le dunk qu'il met, après il s'accroche comme ça, et après il fait... Mais ça, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que certains le détestent aussi, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Moi, il m'a fait rire. Bah ouais, il a régalé, frère. Et puis, c'est un leader vocal. Il est blessé à un moment donné dans la série, il revient tout fringant. Le mec, c'est incroyable. Bravo, Russell. Est-ce que la solution, ce serait pas de ramener Luis Enrique cet été du côté des Clippers pour un nouveau projet. Mais ce qui est sûr, c'est que tu repars avec ça, tu fais une saison correcte, tu iras direct. Je pense que tu peux finir top 6. Hein. Mais après, qu'est-ce que tu reparles? Je crois pas que. Avec Harden et Kawhi, tu vas dire, attends, l'année prochaine, le vécu collectif, ça va être... Le mec de Nico, il est pas tout jeune, on sait même pas s'il va repartir. Il y a quand même beaucoup de questions. Alors, t'as Zubac, qui, pour moi, change vraiment la physionomie de cette équipe après sa saison. Et pour le coup, en play-off, lui, du début à la fin, il a été magnifique. Donc peut-être que je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tu vas pas avoir cet été des vidéos motivation de Harden ou Kawhi dans le lab, comme ils disent, en train de se chauffer. C'est pas ce que je vais attendre d'eux. Non. Moi, ce que je vais attendre, c'est que dans des matchs 7, au bout d'un moment, quand tu enlèves ton cuissard, il soit pas marron, alors qu'il était blanc au début du match. Oui, mais je veux dire, c'est pas des gars revanchards. C'est des gars, je pense qu'ils prennent ça au jour le jour. Ouais, ils sont bien ils sont à LA, gros. Ils sont à LA, c'est ok, hein. Ils sont tranquilles. Bon, voilà, on a fait le tour, en tout cas, de ce nouvel épisode de La Loose pour la franchise des Clippers. Vous nous dites, vous, en commentaire, si vous les voyez faire quelque chose cet été, s'il faut bouger, peut-être bouger un joueur, bouger un entraîneur, vous nous dites dans les commentaires et on lira tout ça. Et puis, on aura le temps de reparler Denver d'ici jeudi, puisque aussi jouent leur premier match. Ce soir. Eh oui, OKC Denver. OKC Denver. Eh ben, ça va être une très belle série. Oh, le duel. Oh, enfin, vache, j'étais en train de me projeter là, Hartenstein et Chetolgram avec Jokic, on va se régaler encore. Hein. On en parlera jeudi. Bien sûr. Merci les gars, et on se retrouve donc jeudi.